Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Renforcer sa communauté en lui ouvrant son capital. Pauline Pham, General Manager France chez Crowdcube. Cubex, donc c'est une bêta qu'on a montée avec Crunchbase pour donner de la visibilité aux entreprises avec lesquelles on travaille sur quelle pourrait être la demande pour acheter des actions secondaires de la dite entreprise. C'est pour sonder le marché en fait. Voilà, c'est au-delà de ça, c'est que quand tu t'enregistres, que tu dis que tu manifestes un intérêt à acheter des actions secondaires, il y a de grandes chances que tu sois contacté. La démocratisation du Web3 à un plus large public a catalysé l'utilisation du crowdfunding pour de nombreuses startups et notamment pour se rapprocher de sa communauté d'utilisateurs et lui donner un véritable rôle dans l'aventure entrepreneuriale. Pauline nous explique comment Crowdcube, lancé en 2011, a su tirer profit des communautés de ses clients pour grossir et atteindre plus d'1,2 million de membres aujourd'hui, provenant de plus de 120 pays. Lancée à Exeter au Royaume-Uni, cette start-up se déploie au niveau européen et notamment en France. Nous examinons l'évolution des tendances de ce marché et faisons un petit zoom sur la nouvelle réglementation européenne qui a créé le statut de prestataire européen de services de financement participatif. Nous évoquons bien entendu les sujets blockchain totalement d'actualité au sein de cette scale-up dont l'un des investisseurs n'est autre que Circle, l'émetteur de l'USDC. Nous revenons sur le positionnement du crowd equity, notamment des modes de financement non dilutifs comme le revenue-based financing. Nous abordons bien entendu le sujet du secondaire et voyons la place que donne Crowdcube aux startups qui font appel à la plateforme dans ce cadre-là plus spécifiquement. Enfin, Pauline revient sur l'ouverture du capital de Conto et de Finari auprès de leur communauté. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Pauline. Bonjour Solène. Ravie de enfin enregistrer puisqu'en fait on papote depuis 1 heure pour parler de Crowdcube. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît avant qu'on commence te présenter à nos auditeurs? Donc, je suis General Manager de Crowdcube pour la France. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Avant, je co-dirigeais 5by5, un venture studio qui s'est fait racheter par Capgemini. Ouais. Et avant ça, je travaillais pour Deloitte, où j'ai fait de la stratégie et du conseil en stratégie et en opération pour les services financiers. Parfait. Donc, tu connais le corporate et tu connais les startups. Oui, et beaucoup les services financiers. Ok. Hashtag FinTech. Et les paiements en particulier. Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, intéressant de reparler de crowdfunding dans cet épisode. En quelques mots, avant qu'on parle de Crowdcube, est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de tendance aujourd'hui pour le crowdfunding au niveau européen? Et puis, peut-être nous expliquer ce que cette nouvelle réglementation européenne qui a été sortie en 2021 change pour le paysage actuel? Avec grand plaisir. Donc, crowdfunding, déjà, comme tu le dis très bien, c'est une réglementation. Et dans cette réglementation, il faut distinguer 3 grandes catégories, en fait. Une, c'est le don, ou le reward, en fait, la récompense. Une autre qui est le lending, donc c'est le prêt. Ouais. Et une troisième qui est celle de l'equity, donc les actions. Et ce que fait Crowdcube. Donc, en soi, on comprend en disant ça que c'est des choses très différentes. Ouais. Mais à chaque fois, en effet, ça implique la crowd, la foule, les communautés. Historiquement, la plus grosse partie, ça a toujours été le don et le reward, et ça reste encore le gros du gâteau. Parce qu'en effet, c'est soit un geste de don, d'altruisme. Donc, tu as beaucoup de plateformes qui... je suis sûre que toi-même, tu as mis des sous pour une cause, une association en particulier pendant le confinement, pour soutenir quelque chose. Et donc, ou alors, dans un projet loufoque, je me souviens, ça me fait toujours rire, mais cette espèce de salade de pommes de terre sur Kickstarter, je crois. Voilà. Donc, c'est ce truc un peu plus de très humain, je donne, je soutiens, ou alors je me fais un kiff, un truc cocasse. Ensuite, il y a bien sûr, dedans, il y a aussi des projets très intéressants qui ont besoin de financement au tout début. Ouais. Et donc, c'est la love money.
Ensuite, il y a la partie lending, donc là c'est du prêt, mais du prêt qui est crowdsourcé en fait. Donc souvent en France en particulier, le réflexe de la pierre, donc ça va être dans l'immobilier, mais il y a aussi l'énergie. Il y a beaucoup de projets verts qui sont financés grâce à ça. Et enfin, la troisième catégorie qui grossit un peu plus rapidement que ça n'a pu l'être, la partie equity en shares. Et donc là, il s'agit d'investir dans des entreprises privées, et en particulier en start-up pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Et dernière petite précision, si tu pouvais nous expliquer la différence entre les plateformes de crowdfunding et les plateformes de royalties. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Donc les royalties, donc je suis pas. Il faudrait demander à We Do Good qui est l'acteur de référence. We Do Good, oui. Qui est l'acteur de référence sur les royalties. Mais les royalties, donc c'est en gros, c'est un genre de prêt parce qu'en fait, tu reçois en fait en retour sur l'argent que tu mets si l'entreprise fait des revenus en fait. Donc c'est sensiblement différent. C'est pas du lending non plus. C'est pas de l'equity. C'est vraiment quelque chose en soi d'assez singulier. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Dernière question sur cette grande famille de crowdsourcing en fait. La blockchain, je pense à Kickstarter, parce que Kickstarter a annoncé récemment qui commençait à investiguer. Est-ce que vous commencez déjà chez Crowdcube ou est-ce que ce sont des sujets qui vous interpellent ? Bien sûr, je pense que toute personne dans la tech aujourd'hui qui est interpellée, en particulier sur les services financiers. Donc, en plus, nous, notre lead invest, c'est Circle, donc la crypto-licorne made in US qui a créé l'USDC. En revanche, notre mission, nous, c'est de démocratiser l'investissement en start-up. Donc, en tant que particulier, tu peux investir à partir de 10 €. Donc, on investigue beaucoup le sujet. C'est un gros sujet pour nous, mais de là, l'industrialiser et en rendre des applications tout de suite maintenant, c'est pas forcément la priorité dans la roadmap. Vous faites de la R&D quand même, non ? Oui, absolument, beaucoup de R&D. Après, quand tu réfléchis au sous-jacent et la philosophie de la blockchain, c'est quand même toute la décentralisation, c'est faire partie, c'est vraiment la décentralisation. Le crowdfunding, c'est la décentralisation aussi. Donc l'objet crowdfunding, en effet, a toute sa place dans une réflexion sur la blockchain, d'où les travaux de Kickstarter sur le sujet, parce que autant d'un point de vue efficacité technologique, il y a plein de cas d'usage possibles. Parfait. Alors maintenant, si on parle plus spécifiquement de Crowdcube, on en a beaucoup entendu parler, donc ça m'intéressera que tu en parles plus précisément au travers de levées qui ont eu lieu très récemment avec deux acteurs français, Conto et Finari. Et Mechanicus aussi. Pardon, je t'en prie. Non, mais t'inquiète. D'accord, c'est vrai que j'avais oublié. C'était le premier. C'est quoi la vision stratégique de Crowdcube ? Si tu reviens un petit peu sur l'histoire du lancement, parce que ça existe déjà depuis une dizaine d'années, quelle était la vision quand ça a été créé au UK et quelle est la vision aujourd'hui ? Quand Darren, donc Westlake, a créé Daz, on l'appelle Daz, a créé Crowdcube, moi j'adore cette histoire d'ailleurs parce que déjà, ce qui est marrant, c'était Exeter. C'est une énorme fintech qui a été créée. C'est comme je te disais aujourd'hui, on a créé une énorme fintech à Limoges, en France. Donc ça, c'est très important parce que je pense que ça explique beaucoup de la vision de notre fondateur. Mais quand Darren a créé ça, c'était vraiment déjà dans l'ADN, ce côté accessibilité-inclusion. Parce que pour lui, c'était donner plus d'accès à du financement, parce que quand il a commencé il y a 10 ans, même en Grande-Bretagne, l'accès au capital, c'était pas évident. Il n'y avait pas autant de VC. Donc la genèse de cette histoire, je pense que là, pour le coup, il y a certainement beaucoup plus d'uniformité de par l'Europe. C'était une alternative à l'accès au financement. Ensuite, il y a une histoire un peu différente qui s'est construite de par les ans et de par les collaborations qu'on a initiées avec désormais de grands acteurs, mais en effet où la preuve du modèle, de notre modèle en l'occurrence, c'est faite plutôt en travaillant avec des acteurs qui avaient intrinsèquement dans leur ADN aussi cette notion de communauté. Et donc qui avaient aussi de plus en plus cette connaissance de comment on crée un produit capable d'embarquer une communauté. Et donc ça a été de voir comment elle leverageait en fait un modèle comme Crowdcube pour amplifier
leur rétention, leur acquisition, l'engagement de leur communauté de clients, de membres dans leurs produits. Et donc, c'est clairement quelque chose qui a vraiment changé. Et en plus, quand on s'est mis à le faire pour des grands noms, des Monzo, des Citymapper, aujourd'hui des Freetrade. Freetrade, ça fait 10 opérations qu'on fait pour eux. Et c'est voir comment positionner le crowd equity au-delà du je commence un projet. Oui, d'accord. Moi, je constate quand même une accélération ces dernières années dans le crowd equity. Ouais. Comment est-ce que on peut expliquer? Qu'est-ce qui a été le catalyseur pour cette accélération? Ça, c'est une super question parce que déjà, et je pense que dans d'autres podcasts, tu en parlais aussi, mais clairement, on arrive à notre troisième génération, même en France, d'entrepreneurs. Donc, la tech, c'est quelque chose de beaucoup plus connu. Je pense que tu demandes à un Français dans la rue, ils ont tous utilisé Doctolib pour réserver un créneau pour faire un test ou pour se faire vacciner. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus démocratisé. Et donc, comme c'est une des manières d'investir en start-up, le crowd equity, je pense qu'il y a déjà cet usage-là qui fait que ce soit beaucoup plus grand. Ensuite, en effet, tu es encore très bien placé parce que tu sais ce que c'est l'investissement, mais des montants levés bien plus grands et donc plus de maturité sur le fait d'investir dans des startups. Et dernier point certainement, c'est 2 ans de confinement, une génération de trentenaires qui fait ses propres devoirs et même des plus jeunes sur ce qui est la personal finance, qui fait de la crypto, qui ouvre un PEA et qui travaille notamment, mais même pas que, mais qui connaît un peu plus l'environnement des startups et qui se met à investir en startup. Ouais. Top. Alors vous avez 1,2 million de membres. Un petit peu plus, mais oui. C'est quand même beaucoup. Ouais. Comment vous êtes parvenu à générer autant? Parce que vous êtes présent dans combien de pays et qu'est-ce qui a fait que ça marche aussi bien? Donc nos membres sont présents dans plus de 120 pays, bien qu'on soit régulé en Grande-Bretagne et en Union européenne. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est aussi le résultat de toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc, quand une entreprise a une communauté dans différentes géographies, qu'elle appelle cette communauté à rentrer au capital, automatiquement, beaucoup des membres des communautés d'entreprises avec qui on travaille trouvent que c'est intéressant le modèle qu'on propose et décident de rester sur CrowdCube aussi. D'accord. Alors, si on parle de la boîte maintenant, est-ce que tu peux nous donner une image, un snapshot de la boîte actuellement, le nombre de salariés? Et après, j'ai une question un peu particulière sur les boîtes que vous sélectionnez. Mais vas-y, je te laisse présenter. Un snapshot. Ouais. Donc, CrowdCube, c'est plusieurs bureaux désormais. Donc, bien sûr, historiquement en Grande-Bretagne. Mais aussi désormais un bureau à Paris, un bureau en Espagne. C'est d'ailleurs en Union européenne le premier qu'on avait, ça fait 5-6 ans qu'on l'a. On a ouvert aussi la Suède pour avoir plus d'opérations dans les Nordiques. On est en train d'ouvrir l'Allemagne aussi, même si c'est pas simple d'un point de vue réglementaire. Mais voilà, donc déjà c'est une présence opérationnelle en Union européenne et en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est plus de 170 personnes. Donc on a beaucoup grossi. Ouais. Et ce sont, comme je te le disais, 2 licences. Donc une licence en Union européenne où on a la chance d'être via comme historiquement on avait ces opérations en Espagne, on a pu passeporter nos licences espagnoles qui font qu'aujourd'hui on est l'un des premiers, si ce n'est le premier, d'après ce qu'on sait, à être régulé au niveau de l'Union européenne. Et donc à pouvoir permettre aux entreprises de l'Union européenne de lever jusqu'à 5 millions sous cette régulation en Union européenne et donc via la FCA en Grande-Bretagne jusqu'à 8 millions aussi. D'accord. 5 millions, c'est en cumulé ou c'est par levée? Donc c'est une entreprise sur une année qui peut lever jusqu'à 5 millions en Union européenne et 8 millions en UK. D'accord. Alors, vous avez pas mal de belles boîtes qui sont sur votre plateforme. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Parce que vous avez une due diligence charter. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste? Donc en effet, on a une due diligence. Nous, c'est important, on a un tiers de confiance, autant pour les entreprises que pour les particuliers qui investissent. Donc tout ce que dit l'entreprise, on vérifie que c'est vrai. Parce que c'est important, c'est de l'argent qu'on peut perdre, qu'il y a même plus de chances de perdre parce que c'est peu liquide, c'est de la start-up donc ça reste très risqué, donc c'est important pour nous et puis en plus
réglementairement parlant, le régulateur fait bien son travail, c'est quelque chose qui est très, très normé, en fait, très encadré, et qu'il est encore plus dans le cadre du règlement européen parce que il y a encore plus de transparence. Nous, on a toujours voulu même jouer encore plus cette carte-là parce que quand tu veux démocratiser quelque chose, c'est une question de confiance, et donc on ajoute beaucoup de friction dans nos parcours pour faire en sorte que les gens se rendent compte que ce qu'ils font, c'est pas, ils achètent pas une bouteille de shampoing, je dis souvent. Voilà. Et quel genre d'analyse vous faites sur les boîtes qui sont et souvent déjà quand tu regardes la manière dont on travaille avec les entreprises, l'immense majorité, ce sont des entreprises qui sont déjà fundées en fait par des VC, par des family office, par des BA qui ont déjà fait la due deal. Et souvent en fait, elles décident, c'est une décision stratégique, de réserver une allocation pour leur communauté en fait. Et donc le prix déjà de la levée est défini par ce tour en fait. La due deal est déjà largement faite sous certains aspects par ces acteurs juste avant. Et vous accédez nous, en fait, à leur due deal en fait? Oui, bien sûr, parce que la grande majorité de ce qui est produit, parce qu'en fait nous on doit, bien sûr, comme je te l'ai expliqué, on doit vérifier tout ce qui est avancé en fait. Donc toutes nos équipes légales en fait ont accès à ça. Donc c'est vraiment en bonne entente avec l'entreprise à chaque fois. Et je dirais aussi qu'on fait une autre jour de due deal parce que nous c'est important qu'on mène des projets, des campagnes, des entreprises qui vont réussir ce projet, cette opération en fait. Donc il y a une due deal que j'appellerais sur le marketing de la communauté, parce que ça 50 pas en fait de dire je vais ouvrir mon capital à ma communauté. Donc c'est du travail, c'est d'huile de coude, et donc c'est vraiment une volonté. Et donc il y a cette autre due deal, je dirais, qui est pas tangible, mais de savoir à quel point l'entreprise est sérieuse sur le sujet. D'accord. Et vos investisseurs, derrière, vous avez qui comme investisseurs? Donc on a des investisseurs d'ailleurs qu'on remercie parce qu'à chaque fois ils nous ont suivis. Donc historiquement c'est Balderton et Draper Esprit, donc maintenant qui s'appelle Molten, et donc Circle qui est notre nouveau lead invest depuis quelques mois. D'accord. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit quand même cet acteur apparaître, Crowdcube ou d'autres acteurs concurrents, dans cette volonté qu'ont les startups d'intégrer leur communauté au capital. Finalement, dans tout cet écosystème de l'investisseur, comment est-ce que vous positionnez? Parce qu'il y a aussi plein d'autres moyens de lever d'avoir des fonds, par exemple non dilutifs, typiquement avec le revenue-based financing, etc. Absolument. Donc, vous voyez comment vraiment comme un complément. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup. Beaucoup de VC nous envoient des dossiers parce que, en effet, quand beaucoup perçoivent la valeur de l'outil qu'on est, en fait, on est un accélérateur ou un amplificateur de communauté. On est un complément, et les entreprises avec lesquelles on travaille, en particulier, je dirais, en Union européenne et en France, elles travaillent pas forcément pour les sous, loin de là, mais beaucoup plus par cet outil que leur offre Crowdcube par rapport à leur communauté. D'accord. Alors, il y a un point que je trouve intéressant, parce que j'ai traité ce sujet de façon assez approfondie avec Mathieu Artaud de Caption Market, en ce qui concerne le secondaire, parce que j'ai vu, et je pensais pas, en fait, j'étais surprise quand j'ai préparé l'épisode, j'ai vu que vous offriez la possibilité de faire du secondaire pour les investisseurs. Est-ce que ça concerne chaque deal et comment ça s'opère concrètement? Alors, nous, notre conviction, c'est, et depuis le début, quand on travaille sur ces sujets, c'est avec l'entreprise. Donc, comment ça se passe exactement? C'est l'entreprise qui décide de mener une opération comme ça. Ce à quoi tu as accès en tant qu'investisseur particulier, qui s'appelle Cubex, c'est mettre j'ai les mots en anglais, désolé, qui viennent. Vas-y, mais pas de problème. C'est une preuve d'intérêt, c'est une marque d'intérêt. Tu peux dire j'aimerais bien acheter des actions de telle entreprise, et nous ça nous permet de documenter une demande et ensuite de travailler avec les 10 entreprises pour voir si elles veulent mener une opération. La manière dont on approche la chose de plus en plus, c'est plutôt avec les entreprises avec lesquelles on travaille déjà. Qui veulent mettre en place de manière régulière des opérations en fait pour pouvoir offrir de la liquidité à leurs employés, à des premiers actionnaires, et puis engager autrement grâce à un levier comme Crowdcube avec leur communauté. Donc on est plus dans une approche où on essaie de systématiser en fait ces opérations secondaires avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Mais vous les opérez ou pas? Oui, on les opère.
Mais comment ça se passe concrètement? Donc si moi, par exemple, je sais pas, j'ai des actions de chez Conto que je veux les céder parce que pour X raisons que ce soit, comment est-ce que concrètement je fais via votre plateforme? Donc concrètement, ce serait Conto qui déciderait quelle entreprise veut faire une opération secondaire et qui, dans ce cas-là, te consulterait et dit hey, Solène, on fait une opération secondaire. Est-ce que tu souhaites vendre? Ça se passera sur Cradcube, c'est comme ça que ça se fera. Ok, d'accord. Donc c'est à l'initiative de la société. On appelle ça dans notre jargon company-led, mais c'est toujours en discussion, en collaboration et à l'initiative de l'entreprise. D'accord. Alors très intéressant, tu l'as évoqué tout à l'heure, Cubex. Tu mets à contribution les users pour qu'ils poussent en fait des entreprises qui les intéressent. Donc c'est une sorte de système de vote ou comment ça se passe? C'est pas vraiment un système de vote. Donc déjà ce Cubex, donc c'est une bêta qu'on a montée avec Crunchbase. C'est beaucoup plus pour donner de la visibilité aux entreprises avec lesquelles on travaille sur quelle pourrait être la demande pour acheter des actions secondaires de la dite entreprise. D'accord. Donc c'est pour sonder le marché, en fait. Voilà, c'est au-delà de ça, c'est que quand tu t'enregistres, que tu dis que tu manifestes un intérêt le jour J, il y a de grandes chances que tu sois contacté. D'accord. Parce que tu as manifesté un intérêt pour acheter des actions secondaires. Mais toutes les actions qui sont référencées, enfin toutes les startups qui sont référencées sur Cubex n'ont pas forcément de liens commerciaux avec vous. Non, ça que absolument, parce que c'est en gros c'est une intégration qu'on a faite avec Crunchbase. Donc il y a pas, c'est vraiment pour exprimer l'intérêt de pouvoir acheter demain du secondaire. D'accord. Alors tu parlais de la France. J'aimerais vraiment savoir un petit peu comment toi tu envisages les choses en France. Quand êtes-vous arrivé en France? Comment tu envisages de déployer, puisque tu disais que tu avais cette responsabilité au niveau européen. Donc quelle est ta vision en termes de go-to-market pour Cradcube en Europe? Alors la vision en Europe de Cradcube, elle est portée par plusieurs personnes dans Cradcube, bien sûr. Pour nous, c'est très important parce que non seulement, comme tu le soulignais, il y a une demande, il y a un marché qui se structure, il y a de belles entreprises en fait qui ont prospéré ces dernières années. D'autre part, ça c'est quelque chose moi qui m'a vraiment motivée à rejoindre l'aventure Cradcube, c'est que grâce à cet outil, c'est une manière pour les entreprises de nourrir quelque chose qui est profondément européen, parce qu'on a des valeurs de mutualisme, de beaucoup de coopération, et ça fait très longtemps que beaucoup d'entreprises aimeraient trouver un outil plus facilement maniable pour intéresser, faire entrer au capital des communautés des utilisateurs, ce qui était vraiment très compliqué jusqu'alors. Donc ça, c'est très important. C'est une conviction personnelle. J'ai toujours été très sur les sujets de démocratisation, d'accessibilité, d'inclusion. Et clairement, ça, c'est un outil juste fait pour ça. Donc ça sera un de mes grands chevaux de bataille et un des sujets que je continuerai de nourrir et qui a motivé mon arrivée, enfin mon décision de rejoindre Cradcube, rendre accessible vraiment ce genre d'investissement, sans compter fleurette à chacun. Hein. C'est risqué, très risqué, mais je pense que ça gagne à être démocratisé. Et en termes de positionnement en France, est-ce que du coup, vous envisagez, avec les équipes de Cradcube en France, à nouer des partenariats spécifiquement avec des VC, parce qu'il y a une très forte collaboration, j'imagine. Donc on a déjà des partenariats, on travaille en étroite collaboration avec plusieurs VC qui sont convaincus, qui sont aussi des VC engagés, qui travaillent avec des marques très engagées aussi. Et donc naturellement, on a pris contact, il y a des discussions qui sont faites. Je pense qu'il y a en effet quelques années, on pouvait être perçu comme un concurrent. Là, même les dernières opérations montrent qu'on est beaucoup plus en complément, encore une fois. Comment ça s'est passé si tu revenais pour Conto au Finari, mais comment ça s'est passé? Combien de temps ça a pris? Et qu'est-ce que ça a changé, tu penses, pour eux vis-à-vis de leur communauté? Est-ce que tu pourrais, je sais pas si tu peux déjà avoir un retour d'expérience. Oui, je pense. Déjà, je trouve que Finari, donc avec Mounir et Romain qui ont beaucoup été à l'œuvre, déjà c'était des entrepreneurs. Mounir était un entrepreneur qui était convaincu de la communauté, de la force de la communauté depuis très longtemps. Avant même qu'il y ait l'entreprise Finari, je pense il y avait déjà cette communauté Finari. Donc c'était une évidence pour eux que de monter une opération comme ça et d'intéresser leurs clients, leurs membres
Et donc les leçons qu'on peut apprendre, déjà, c'est que quand l'entrepreneur et l'entreprise est construite autour de cette communauté, ça a été éclair. Clairement, on ne s'attendait pas qu'en moins de 20 minutes, toute l'allocation maximum soit réalisée pour une série A, même si c'est une entreprise, Finari, qui a montré déjà beaucoup de la puissance de son produit et qui a de beaux investisseurs derrière. Pour Conto, j'aime beaucoup parce que c'est une autre histoire. C'est une entreprise qui a créé aussi l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui. C'est une entreprise qui a une vision très européenne par défaut. C'est une entreprise qui a une vision très tournée produit, très tournée client aussi. Et une entreprise qui est une banque créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et pour eux, c'était important de remercier, en fait, de give back à une communauté qui leur a permis d'arriver là où elle est aujourd'hui, cette entreprise. Et donc, on voit que ce sont deux histoires différentes, deux appropriations de CrowdCube très différentes. Et je pense que demain, il y en aura encore plus. Et je l'espère pas que en fintech. Et c'est sur quoi je travaille aussi, parce qu'en fait, on voit que ce modèle de communauté s'applique à d'autres verticales. En soi, CrowdCube, la première verticale, oui, historiquement, et je pense que c'est aussi parce que quand tu fais de la fintech, tu comprends mieux, c'est la fintech, mais après, c'est tout le consumer. On a une super histoire avec Cowboy. Ça fait la troisième. Qu'est-ce qu'ils font, Cowboy ? Cowboy Bike. Ah, Cowboy, ouais. Les vélos. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Je savais pas qu'ils étaient passés par vous. Si, on a fait 3 opérations avec eux, dont une dernière qui se clôturait il y a peu de temps. C'est toujours un immense succès, c'est toujours une immense émotion quand on le fait parce qu'on vit ça avec eux et puis on voit comment ça grandit. Et puis c'est aussi, c'est belge, c'est très Union européenne, donc voilà. Et même une des campagnes qui m'a beaucoup touchée, donc c'est Yura, donc c'est la vegan meat en Espagne, très Union européenne aussi, avec un langage très très engagé, puisque toute la campagne c'est pour pouvoir faire en sorte que les clients qu'ils appellent good rebels puissent venir devenir actionnaires de l'entreprise. Donc et ça c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour l'équipe française, de montrer que c'est un modèle qui marche aussi beaucoup. Qui a tout son propos pour des entreprises qui ne sont pas que fintech. Ouais. Et parmi les clients qui utilisent CrowdCube, donc je pense aux individus, d'une manière générale, est-ce que ça va être, je ne sais pas si tu peux répondre facilement à ça, mais un individu qui va investir dans une communauté qu'il soutient, ou est-ce qu'il va faire du startup picking ou j'imagine peut-être tu as les deux. Voilà, tu as tout à fait. Donc tu as une grosse partie qui découvre l'investissement en start-up en fait en faisant un premier investissement dans une entreprise en laquelle ils croient, parce qu'ils l'utilisent tous les jours, c'est quelque chose du quotidien, ils ont vu l'entreprise grandir. Donc voilà, c'est vraiment il y a cette espèce de disparition d'une frontière stricte entre la communauté et l'entreprise, tu vois. Et une fois que tu es sur CrowdCube, en effet, tu trouves que c'est intéressant comme modèle. Il y a un côté très tangible, très concret, et donc tu vois qu'il y a pas tous, bien sûr, pas tous. On a à peu près 300 000 membres qui font plus de 5 investissements par an. Donc tu vois, c'est pas pour donner un ordre d'idée. Mais tu en as qui découvrent en fait l'investissement en entreprise tech grâce à via CrowdCube en fait. D'accord. Et dernière question, parce que le temps tourne, à laquelle je pense là tout de suite. Je ne sais pas si c'est très à propos, mais est-ce qu'il n'y a pas des startups plus late stage qui utilisent votre plateforme pour tester avant une IPO par exemple ? Non, mais clairement, j'espère, parce que nous, même si c'est réduit à 5, hein, mais... Nous, on a notre propre produit, en fait, qui est toujours en train de... Enfin, on a pris un peu de retard parce que c'est très complexe, mais en fait, on a un produit IPO qui sortira bientôt, où on souhaite rendre possible aux entreprises d'avoir une allocation retail dans leur IPO. Ouais. Après, je pense que c'est pas le bon moment sur le marché. Quand tu regardes toutes les IPO, elles se sont cassées la bobine. C'était pas franchement facile. Donc pour nous, bien sûr, c'est pas facile non plus. Mais on y croit. On veut être prêt quand le moment sera venu pour permettre à des champions européens, et quand je dis Europe, c'est pas qu'Union européenne, mais en Grande-Bretagne, de pouvoir avoir
cette partie IPO aussi avec leur communauté et que ce soit pas forcément seulement réservé à des institutionnels, des gens un peu plus... Voilà. Parfait, merci. Alors, les prochaines étapes pour Crowdcube, mais tu en as déjà dit beaucoup. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelques éléments ? Oui, je pense qu'un qui me tient à cœur, donc je te disais que depuis le début, moi j'ai toujours été très motivée par les sujets d'inclusion, d'accessibilité. Un des métriques qui m'a fait choisir Crowdcube, c'est qu'il y a environ 20% à chaque fois de femmes qui investissent. Et puis il y a beaucoup de non-typical entrepreneur profile aussi qui travaillent avec nous. Et donc c'est certainement accroître encore ce genre de profil parce que je supporte pas la fintech que pour les mecs. C'est pas qu'une histoire de mecs, loin de là. Et je pense que, ça c'est pas moi qui le dis, mais je sais pas si tu lis la super newsletter Snowball, mais c'est Johan, mais on s'occupe de notre santé. Mais c'est notre santé financière, c'est quelque chose de très important aussi, et donc c'est important de rendre plus démocratique tous ces sujets. Donc je dirais que c'est ça la deuxième chose l'autre chose que j'ai pas pu mentionner jusqu'à présent qui me tient vraiment à cœur et qui nous tient vraiment à cœur. Parfait. Et alors, si tu pouvais nous recommander un ouvrage, un livre, un podcast. Oh là là, en plus, moi, j'adore lire. Je dirais un livre que j'offre à tout le monde, ce serait Magellan de Zweig. Ah, il est top. Il est génial. Je l'ai lu parce que c'était Alexandre Pro et Pierre Dutarret qui l'avait recommandé. Ah, tu vois, je savais même pas qu'Alex avait recommandé ça. Non, mais vraiment, si. Il est génial, ce livre. Top. Merci, Pauline. Merci, Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!